À l'aéroport, ma sœur m'a donné une gifle devant tous les passagers, juste avant notre voyage à Shanghai. Mes parents m'ont immédiatement grondé. Elle a toujours été leur préférée. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est moi qui avais payé tout le voyage. Alors, calmement, j'ai annulé son billet et je suis parti. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu dises dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes, et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Bonjour, je m'appelle Elena. J'ai 34 ans et ma petite sœur vient de me frapper d'une gifle si forte que toute la terminale internationale de Los Angeles est devenue silencieuse. Avant de vous raconter comment je les ai fait regretter chaque seconde de cette humiliation et comment j'ai repris ma vie en main, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Je veux savoir qui est avec moi. Le bruit a été sec, comme quand une planche de bois se casse. Clac. Je n'ai pas ressenti la douleur tout de suite. D'abord, il y a eu la chaleur. Une chaleur intense qui est montée de mon cou jusqu'à ma joue gauche, se répandant comme de la lave sous ma peau. Mes lunettes ont volé, glissant sur le sol brillant de l'aéroport jusqu'à s'arrêter près des pieds d'un inconnu qui me regardait, la bouche ouverte. Le brouhaha habituel de l'aéroport, le bruit des valises qui roulent, les annonces au haut-parleur, les rires des touristes, a disparu. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton silence d'une énorme télécommande. 200 personnes, peut-être plus, se sont retournées en même temps. Je sentais leur regard planté sur moi. J'ai vu des téléphones se lever, les petites lumières rouges d'enregistrement clignoter. Devant moi se tenait Isabella, ma sœur de 26 ans. Sa poitrine montait et descendait avec une respiration agitée, ses yeux remplis d'une colère irrationnelle, cette colère d'enfant gâté à qui on n'a jamais dit non. Sa main, avec cette manucure parfaite à $100 que j'avais payée, était encore en l'air, tremblant légèrement. À côté de moi, accroché à ma main comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un naufrage, se trouvait Léo, mon fils de 6 ans. Il tremblait. Il ne pleurait pas, il était trop effrayé pour pleurer. Il regardait simplement sa tante avec de grands yeux remplis de terreur pure. « Regarde où tu marches, sale petit morveux !» a crié Isabella, brisant le silence de mort. Sa voix aiguë a résonné dans toute la terminale. « Regarde ce que tu as fait. Ce sont des Gucci, ils valent plus que ta vie. » J'ai baissé les yeux. Quelques gouttes, à peine quelques gouttes de jus d'orange, avaient éclaboussé le bout de ses baskets blanches de luxe. C'était tout. Un simple accident d'un enfant fatigué, dépassé par le voyage, qui a trébuché parce qu'elle marchait, comme toujours, en regardant son téléphone, en attendant que le monde s'écarte sur son passage. La douleur dans ma joue a commencé à battre, au rythme des battements furieux de mon cœur. Mais ce n'est pas la gifle qui m'a brisé. C'est ce qui s'est passé après. J'ai vu mes parents, Roberto et Carmen, courir vers nous. Pendant une fraction de seconde, une fraction naïve et stupide, j'ai cru qu'ils venaient me défendre. J'ai pensé, ils ont vu comment elle m'a frappé. Ils ont vu comment elle a insulté leur petit-fils. Mais quand ma mère est arrivée, elle ne m'a pas regardé. Elle n'a même pas regardé Léo. Elle s'est jetée sur Isabella, l'entourant de ses bras comme si elle était la victime d'un crime horrible. « Oh ma chérie, mon bébé », gémissait maman en caressant les cheveux d'Isabella. « Tu vas bien ? Regarde comme tu trembles. » Mon père s'est planté devant moi. Son visage était rouge, les veines de son cou ressortaient. Il n'y avait aucune inquiétude dans ses yeux, seulement cette irritation ancienne et familière, ce regard qui disait que j'étais un problème à régler vite pour ne pas faire honte. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Elena ?» a-t-il craché en baissant la voix pour que les curieux n'entendent pas, mais avec un ton venimeux. « Mais tu ne sais pas contrôler ton fils. Regarde ce que tu as provoqué. » Moi. Le mot est sorti de ma gorge comme un morceau de verre. Ma voix sonnait étrange, lointaine. « Papa, elle vient de me frapper. Elle m'a giflé devant tout le monde. Elle a insulté Léo. » Isabella, en entendant ma défense, a lâché un sanglot dramatique digne d'un feuilleton à heure de grande écoute. Elle s'est encore plus enfoncée dans l'épaule de maman. Elle l'a fait exprès, a pleurniché Isabella en me pointant du doigt. Elle savait que je voulais porter ses chaussures pour la première fois à Shanghai. Elle a laissé le gamin me salir par jalousie. Elle a toujours été jalouse de moi, maman. C'était tellement ridicule, tellement absurde,
que dans n'importe quel autre moment, j'aurais ri. De la jalousie. Moi qui travaillais 60 heures par semaine comme directrice financière. Moi qui avais payé chaque centime de ce voyage de luxe. Jalouse d'elle, qui à 26 ans vivait encore dans sa chambre d'enfant et dont la seule carrière consistait à poster des photos retouchées sur Instagram. Mais maman n'a pas remis sa logique en question. Elle ne le faisait jamais quand il s'agissait de sa petite Isabla. L'Elena, voyons, m'a grondé maman en me regardant avec déception, comme si j'étais la méchante. Ta sœur est très stressée. Tu sais comme elle est sensible. Pourquoi faut-il que tu gâches toujours tout? On est sur le point de partir pour le voyage de nos rêves et tu fais un scandale maintenant. C'est moi qui fais un scandale, ai-je demandé en sentant le sol se dérober sous mes pieds. Je me suis touché la joue. Elle brûlait. C'était un accident. Elle était nerveuse, est intervenu papa en balayant ma douleur d'un geste de la main, comme s'il chassait une mouche. Ça suffit. Arrête de jouer la victime. Demande pardon à ta sœur pour qu'elle se calme et qu'on puisse aller au salon. Les gens regardent. Le temps s'est arrêté. Demande pardon. Ces 3 mots ont résonné dans ma tête, rebondissant contre les parois de mon crâne. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère consoler celle qui m'avait agressé. J'ai regardé Isabla, qui me regardait par-dessus l'épaule de maman avec ce petit sourire triomphant qui disait « J'ai encore gagné. Et tu ne peux rien y faire. » Puis j'ai regardé Léo. Mon fils me regardait avec ses petits yeux remplis de larmes retenues. Il me serrait la main si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il attendait. Il attendait de voir si sa mère allait accepter qu'on le traite ainsi. Il était en train d'apprendre, à cet instant précis, comment fonctionnait le monde et quelle était notre place dans cette famille. Si je demandais pardon maintenant, si je baissais la tête comme je l'avais fait pendant 34 ans, j'enseignerais à mon fils que nous étions des citoyens de seconde zone dans notre propre famille. Je lui apprendrai que l'argent que nous gagnons, les efforts que nous faisons, ne valent rien face aux caprices des autres. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une explosion bruyante, c'était quelque chose de silencieux, comme un câble d'acier qui cède enfin après trop de tension. La douleur dans ma joue s'est transformée. Ce n'était plus de la douleur, c'était de la clarté. Une clarté froide, nette et absolue. Je me suis baissé lentement et j'ai ramassé mes lunettes. Je les ai mises, en ignorant qu'une des branches était un peu tordue. J'ai lissé ma veste. J'ai respiré profondément, remplissant mes poumons de l'air climatisé de l'aéroport qui sentait le café et le carburant d'avion. « Mais tu as raison, papa », ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Elle est sortie douce, calme, presque aimable. Isabla a arrêté de sangloter instantanément. Papa a soupiré de soulagement en relâchant ses épaules. Maman a hoché la tête, comme pour dire « Voilà, c'est mieux comme ça ». Ils ont cru que j'avais abandonné. Ils ont cru que l'Elena responsable, l'Elena distributeur automatique, l'Elena paillasson était revenue à sa place. Je vais aux toilettes pour me nettoyer et m'arranger, ai-je dit en lâchant doucement la main de Léo et en lui faisant signe de venir avec moi. J'ai besoin d'1 minute. Allez vers le contrôle de sécurité. Je vous rejoins là-bas avec les cartes d'embarquement. Ne tarde pas, a grogné papa en regardant sa montre. Je ne veux pas perdre l'accès prioritaire. Et achète quelque chose à boire à ta sœur pour le choc. Bien sûr, papa, ai-je répondu. Je me suis retourné, j'ai pris la main de Léo et j'ai marché. Pas vers les toilettes. Pas vers le contrôle de sécurité. J'ai marché vers le comptoir du service clientèle de la compagnie aérienne. Pendant que je m'éloignais, j'ai entendu Isabla dire « J'espère que ça ne s'est pas trop vu sur mon maquillage. Je dois faire une story avant le décollage. » Il ne savait pas que cette story serait la dernière qu'elle ferait avec mon argent. Il ne savait pas que le voyage à Shanghai venait de se terminer pour eux, juste là, dans le terminal Tom Bradley. Car pendant que je marchais, à chaque pas sur ce sol brillant, les 34 années de leur emprise tombaient de mes épaules. Pendant que je marchais vers ce comptoir, avec la petite main chaude de Léo dans la mienne, mon esprit n'était plus à l'aéroport. Il voyageait vers le passé. Il remontait le film de ma vie pour comprendre comment nous en étions arrivés là. Comment une femme réussie, une directrice financière qui gère des budgets de millions de dollars, était devenue le punching ball d'une fille de 26 ans qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. La réponse était simple et douloureuse. On m'avait entraîné pour ça. Depuis aussi loin que je me souvienne, dans notre maison,
il y avait deux catégories d'enfants. Il y avait Isabella, l'enfant miracle, celle qui est née quand mes parents pensaient qu'ils ne pourraient plus avoir d'enfants. Et il y avait moi, Elena, l'aînée, la forte, celle qui n'avait besoin de rien. Je me souviens du jour de ma remise de diplôme du lycée. J'avais obtenu la meilleure moyenne de toute ma promotion. On m'avait proposé une bourse partielle pour une université prestigieuse à Mexico. Je suis rentré à la maison en courant, la lettre à la main, le cœur battant à tout rompre. « Papa, maman » ai-je crié en entrant. J'ai été accepté, et avec une bourse. Papa était sur le canapé à regarder le football. Maman était dans la cuisine. Isabella, qui avait alors 10 ans, pleurait parce qu'une poupée s'était cassée. « Baisse la voix, Elena » a dit maman en sortant de la cuisine avec les sourcils froncés. « Tu ne vois pas que ta sœur est triste ?»« Mais maman, l'université ?» Papa a éteint la télévision avec un soupir agacé. Il a pris la lettre, l'a lue rapidement et l'a posée sur la table comme si c'était une facture d'électricité. « Elena, ma fille, sois réaliste », a-t-il dit avec ce ton condescendant qu'il utilisait pour écraser mes rêves. Cette bourse ne couvre que la moitié. D'où allons-nous sortir le reste? Et puis, ta mère a besoin d'aide à la maison. Isabella a besoin de cours de ballet et d'anglais. Elle a un talent artistique, il faut la soutenir. Toi, tu es intelligente, tu peux travailler et étudier quelque chose près d'ici le soir. Ce jour-là, j'ai appris la leçon. Les rêves d'Isabella étaient des investissements. Les miens étaient des dépenses inutiles. J'ai renoncé à l'université de mes rêves. J'ai travaillé comme secrétaire le jour et j'ai étudié la comptabilité le soir. Je travaillais jusqu'à ce que mes yeux brûlent, en économisant chaque peso. À 22 ans, je me suis acheté ma première voiture. Une Chevy rouge d'occasion. Ce n'était pas grand-chose, mais elle était à moi. Je l'avais payée toute seule. Le jour où je l'ai ramenée à la maison, j'étais si fier que j'en ai presque pleuré. 2 jours plus tard, papa m'a demandé les clés. Isabella veut aller au cinéma avec ses amis, a-t-il dit. Prête-lui la voiture. Elle vient d'avoir son permis. Elle n'a pas d'expérience, ai-je protesté. Ne sois pas égoïste, est intervenue maman. C'est ta sœur. Tu vas la laisser prendre le bus? Quelle honte! Je les lui ai donnés. Parce que le sang appelle. Parce que la famille passe avant tout. 3 heures plus tard, nous avons reçu l'appel. Isabella avait eu un accident. La voiture était détruite. Elle allait bien. Pas une égratignure, Dieu merci. Mais quand nous sommes arrivés sur les lieux, elle ne s'inquiétait ni pour moi ni pour mes efforts. Elle pleurait parce qu'elle s'était cassé un ongle. Cette voiture était une vraie poubelle, m'a-t-elle crié quand elle m'a vu pleurer devant ma Chevy détruite. Les freins ne marchaient pas. Tu as failli me tuer. Mes parents, bien sûr, l'ont cru. Ils m'ont reproché d'avoir acheté une voiture dangereuse. Ils ne m'ont jamais remboursé la voiture. Ils ne se sont jamais excusés. J'ai dû reprendre le bus pendant 2 années de plus. Mais la cicatrice la plus profonde, celle qui me fait encore mal les nuits froides, c'est celle de la maison. Il y a 5 ans, mes parents se sont retrouvés dans un énorme problème financier à cause d'un projet raté de mon père et des dépenses incontrôlées d'Isabella. La banque allait saisir la maison familiale. La maison où nous avions grandi. Ils sont venus chez moi en pleurant. Papa, un homme fier, s'est agenouillé devant moi. Elena, s'il te plaît, on ne peut pas finir à la rue. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce qui va arriver à Isabella? À ce moment-là, j'étais déjà directrice financière. J'avais des économies. J'avais ma propre vie. J'aurais pu dire non. Mais j'ai vu mon père pleurer et mon cœur s'est ramolli. D'accord, ai-je dit. Je vous sauve. J'ai payé la dette. J'ai acheté la maison. Légalement, la maison est à moi. Les papiers sont à mon nom. Mais papa m'a supplié. Ma fille, s'il te plaît, ne dis à personne que la maison est à toi. Fais comme si elle était toujours à nous. Pour ma dignité. J'ai accepté. Je les ai laissés vivre là gratuitement. J'ai payé les impôts. J'ai payé l'entretien. J'ai payé les rénovations que maman voulait. Et en échange, qu'est-ce que j'ai reçu? Du mépris. Ils se sont convaincus que la maison était toujours la leur.
Ils ont commencé à me traiter comme une invitée dans ma propre propriété. Et essuie-toi les pieds avant d'entrer, me disait maman. Ne touche pas à ça, c'est à Isabla, disait papa. Et puis il y a eu la goutte de trop, juste avant ce voyage. Il y a une semaine, je regardais mes relevés bancaires quand j'ai vu quelque chose d'étrange. Des dépenses sur une ancienne carte de crédit que je n'utilisais presque plus, mais qui avait une grosse limite pour les urgences. Boutique de luxe, $3000. Clinique esthétique, $1500. Agence de voyage VIP, $2000. J'ai failli faire un malaise. J'ai appelé la banque en pensant que ma carte avait été piratée. Mais l'agent m'a dit. Non, madame. Les achats ont été autorisés avec le code PIN. Ils ont été faits avec la carte additionnelle au nom d'Isabla Garcia. Je suis resté figé. Je n'avais jamais donné de carte additionnelle à Isabla. J'ai enquêté. Un jour où j'étais passé leur rendre visite, j'avais laissé mon sac dans le salon. Isabla avait dû prendre mes informations. Elle avait demandé une carte additionnelle en se faisant passer pour moi au téléphone. Elle connaissait toutes mes données. Et quand la carte est arrivée par courrier à leur maison, qui est en réalité ma maison, elle l'a interceptée. Quand je l'ai confrontée, tu sais ce qu'elle a dit? Oh Elena, ne sois pas radine. J'avais besoin de vêtements pour Shanghai. Tu voulais que j'y aille habillée comme une pauvre? En plus, tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne vas même pas le remarquer. Je l'ai fait pour toi, pour que tu n'aies pas honte de moi pendant le voyage. Mes parents, encore une fois, l'ont défendu. Ce n'est que de l'argent, ma fille. Elle te le rendra quand elle sera célèbre. À ce moment-là, quelque chose est mort en moi. L'amour aveugle. La loyauté stupide. L'espoir qu'un jour il me verrait vraiment. Tout ça est mort. Mais je n'ai pas annulé le voyage tout de suite. Je voulais leur donner une dernière chance. Je voulais voir si, avec un voyage de luxe, tout payé, avec un dernier geste d'amour, ils pouvaient me traiter correctement pendant une semaine. Juste une semaine. Quelle naïveté. Nous sommes arrivés au comptoir de la compagnie aérienne. J'ai serré la main de Léo. Les cicatrices du passé ne me faisaient plus mal. Elles étaient devenues mon armure. Je n'étais plus la petite fille qui pleurait pour sa cheville rouge. J'étais la propriétaire de la maison où ils dormaient. J'étais la propriétaire de la carte qu'ils utilisaient. Et j'étais sur le point de leur rappeler qui avait réellement le pouvoir. La préparation de ce voyage à Shanghai n'a pas été une simple organisation de vacances. C'était un véritable pillage de mon compte bancaire et de ma patience. Tout a commencé il y a 2 mois, lors d'un dîner de famille. J'étais épuisé. Je venais de conclure un énorme contrat avec un fournisseur asiatique et j'ai mentionné, presque sans y penser, que je devrais aller à Shanghai pour le travail et que je pensais emmener Léo pour lui faire découvrir Disney. Les yeux d'Isabla se sont illuminés comme si elle venait de voir un diamant. Shanghai, a-t-elle crié. J'ai toujours rêvé d'y aller. C'est l'endroit à la mode. Elena, emmène-nous. Emmène-nous tous. Avant même que je puisse répondre, maman applaudissait déjà. Quelle merveille. Ça fait des années qu'on n'a pas voyagé en famille. Ce serait parfait pour nous rapprocher. Et puis ton père est très déprimé en ce moment. Ça lui ferait du bien. J'ai essayé d'expliquer que c'était un voyage de travail. Que Léo serait avec la nounou pendant mes réunions. Mais papa a sorti son argument habituel. Bien sûr, pour le travail et pour ton fils, il y a toujours du temps et de l'argent. Mais pour tes parents, qui sait combien de temps il nous reste à vivre? Elena. La culpabilité. Son arme préférée. J'ai cédé. J'ai dit oui. Erreur fatale. Le lendemain, Isabla m'a envoyé une liste. Enfin non, pas une suggestion. Une liste d'exigences. Papa a mal au dos, il ne peut pas voyager en classe économique. Il nous faut la classe affaires. Et moi aussi, j'ai besoin d'espace pour mes jambes. Donc classe affaires pour moi aussi. Hôtel. Pas d'hôtel d'affaires ennuyeux. Ça doit être le Waldorf Astoria ou le Peninsula sur le Bund. J'ai besoin d'une belle vue pour les photos. Activité. Tour privé. VIP à Disney. Je ne fais pas la queue. J'ai fait les calculs. Le budget a triplé. Mais j'ai payé. J'ai payé les vols en classe affaires pour eux. Pour Léo et moi,
J'ai réservé la première classe avec mes points accumulés, sans leur dire pour éviter la jalousie. J'ai réservé les suites. J'ai payé les accès VIP. Je me suis dit, au moins, ils seront contents. Au moins, ils me diront merci. Le matin du voyage, je voulais commencer du bon pied. J'ai loué un transport spécial pour aller à l'aéroport. Pas un Uber. Pas une simple camionnette. Une grande berline noire, magnifique, avec chauffeur. Je voulais que mes parents se sentent comme des rois. Je voulais voir cette fierté dans les yeux de mon père. Quand la voiture est arrivée devant la maison, ma maison, ils sont sortis avec leur nouvelle valise, sûrement achetée avec ma carte. Oh waouh, a dit Isabella en courant vers la voiture. Ça, c'est du niveau. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a donné sa valise au chauffeur sans même le saluer. Elle a ouvert la porte arrière et s'est installée sur le meilleur siège. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Salut les gars. Regardez comment on part à Shanghai. Voyage de luxe. Voyage en famille. Pas un mot sur moi. Pas un merci. Papa et maman sont montés derrière elle. Papa a caressé le cuir du siège. Ça, c'est autre chose. Enfin une voiture digne de ce nom. Pas comme ta vieille carcasse, Elena. Moi, je suis resté dehors avec le sac de Léo et mon attaché-caisse. Le chauffeur, un homme gentil nommé Manuel, m'a regardé avec compassion et s'est empressé de m'aider. Permettez-moi, madame, a-t-il dit doucement. J'ai l'impression que ça va être un long voyage. Je me suis assise à l'avant, côté passager. Ils ont immédiatement levé la vitre de séparation pour discuter tranquillement. Pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport, je les ai entendus rire. J'ai entendu Isabella dire. J'espère qu'Elena ne va pas être pénible avec les horaires. Moi, je ne me lève pas avant 11 heures. Et j'espère qu'elle ne va pas trimballer le gamin partout. Ça gâche l'ambiance. Ne t'inquiète pas, ma chérie, disait maman. Ce voyage est pour nous. Ta sœur va travailler. Nous, on va profiter. Je regardais la ville défiler par la fenêtre, la boule au ventre. Léo était à l'arrière, coincé entre ses grands-parents et sa tante. Il ne disait rien. Il jouait sur sa tablette, parce que personne ne faisait attention à lui. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, le chauffeur nous a déposés devant les départs internationaux. Isabella est descendue comme une célébrité, attendant presque des paparazzis. Papa et maman sont descendus et sont restés là, immobiles. À attendre. À attendre quoi? À attendre que je sorte les valises. Manuel a essayé d'aider, mais il y avait 5 énormes valises. J'ai dû descendre, faire le tour et commencer à les sortir une par une. Fais attention à celle-là, c'est du Louis Vuitton, a crié Isabella sans lever le petit doigt, en se retouchant le rouge à lèvres dans le reflet de la voiture. Elena, dépêche-toi, il fait chaud, c'est plein papa. Et moi, là, qui avait payé la voiture de luxe, qui avait payé les billets à 5000 $, je portais les valises comme une bête de somme. Eux entraient dans le terminal les mains vides, en riant d'une blague à laquelle je ne participais pas. J'ai ressenti une honte immense. Pas pour moi. Pour eux. Qu'ils avaient l'air petits, malgré leurs vêtements chers et la voiture qu'ils n'avaient pas payée. Qu'ils étaient pauvres d'esprit. Nous sommes entrés dans la terminale. Je me suis dirigé vers le comptoir d'enregistrement. J'avais le statut diamant avec la compagnie aérienne, donc nous pouvions utiliser la file prioritaire. Un passeport, s'il vous plaît, a demandé l'agente, une femme aimable. Je lui ai donné les 5 passeports. Madame Garcia, m'a-t-elle dit avec un sourire. Je vois que vous êtes la titulaire du compte et que c'est vous qui avez tout payé. Souhaitez-vous que j'étiquette tous les bagages à votre nom pour accumuler les miles? Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu. Parfait. Et je vois que vous avez demandé un fauteuil roulant pour Monsieur Roberto. Papa, qui était un peu plus loin au téléphone en train de se vanter, s'est retourné brusquement. À quoi, a-t-il crié. Je n'ai pas besoin de fauteuil roulant. Je suis fort comme un chêne. C'est Elena qui a demandé ça pour me faire passer pour un vieux, a-t-il ajouté, vexé. L'agente m'a regardé, confuse. J'avais demandé le fauteuil parce qu'il passait son temps à se plaindre qu'il ne pouvait même pas marcher 2 rues à cause de sa sciatique. Mais visiblement, cette sciatique disparaissait miraculeusement quand il fallait impressionner du monde. À annuler le fauteuil, ai-je dit en sentant la fatigue dans mes os.
Très bien. Voici vos cartes d'embarquement. Profitez du salon VIP avant votre vol. Isabella m'a arraché les cartes des mains sans dire merci. Allons au salon, a-t-elle crié. Champagne gratuit. Ils ont marché devant moi. Toujours devant. Sans m'attendre. Sans m'aider avec Léo. Et puis, quelques mètres avant le contrôle de sécurité, l'incident du jus est arrivé. La gifle est arrivée. Et la tempête qui couvait depuis des années était prête à éclater. Revenons au présent. Je m'éloigne de ma famille. Mes pas résonnent fermement sur le sol de la terminale. Autour de moi, l'aéroport a repris son rythme normal. Mais pour moi, tout avance au ralenti. Je sens la main de Léo serrer la mienne. Je m'arrête un instant, je me baisse et je le regarde dans les yeux. « Maman » murmure-t-il d'une voix tremblante. « Ça te fait mal ?» Je touche ma joue. Elle est chaude, enflée. Mais je secoue la tête. « Non, mon amour. Ça ne fait plus mal. »« On va voir Mickey » demande-t-il avec cette innocence qui brise le cœur. Il a peur que la dispute gâche son rêve. Je le regarde et je me vois moi-même en lui. L'enfant qui veut faire plaisir. L'enfant qui a peur des cris. Et je me fais une promesse. La chaîne de la maltraitance s'arrête ici. Il ne grandira pas en voyant sa mère traitée comme une moins que rien. Il ne croira pas que l'amour signifie se sacrifier. Je te promets qu'on va faire le plus beau voyage de notre vie, lui dis-je en essuyant une larme sur sa joue. Fais-moi confiance. Je me relève. Je ne suis plus seulement une fille. Je ne suis plus seulement une sœur. Je suis une mère lionne. Et je suis une femme d'affaires. Et dans les affaires, quand un investissement devient toxique, on coupe les pertes. On applique la clause de résiliation. Je sors mon téléphone. Mes mains ne tremblent pas. C'est étrange. Je devrais être en panique, mais je ressens un calme froid. Un calme presque clinique. Je déverrouille l'écran. Je vois le fond d'écran. Une photo de nous 5 à Noël. Tous souriants. Tout était faux. J'ouvre WhatsApp. Je cherche le contact de Sophia, mon assistante personnelle et ma meilleure amie. La seule qui sait où sont enterrés tous les cadavres financiers de cette famille. J'écris un message court. Un code rouge. Exécute le plan B. Maintenant. Les 3 petits points apparaissent immédiatement. Sophia ne pose pas de questions. Sophia sait. Elle attend ce message depuis 2 ans. Reçu, chef. Lancement du protocole d'expulsion et blocage des comptes. Donne-moi 10 minutes pour que le système bancaire se mette à jour. Je range le téléphone. 10 minutes. 10 minutes avant que leur carte cesse de fonctionner. 10 minutes avant que le mail officiel de mon avocat arrive dans la boîte de mon père. Mais d'abord, le coup final ici, sur place. Je m'approche du comptoir des services spéciaux de la compagnie aérienne. Il n'y a personne. L'avantage de payer des milliers de dollars par an en voyage. L'agente me regarde. Elle voit ma joue rouge. Elle voit mon fils effrayé. Son expression professionnelle s'adoucit. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider? Je prends une grande inspiration. C'est maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Bonjour, je m'appelle Elena Garcia. J'ai une réservation de groupe pour 5 personnes à destination de Shanghai. Vol K984. Elle tape rapidement sur son clavier. Oui, je vois la réservation. 5 passagers, classe affaires et première classe. Tout est payé par vous. Souhaitez-vous changer les sièges? Je m'appuie sur le comptoir. Je regarde derrière moi, vers la zone de sécurité, où ma famille discute avec un agent de la TSA, sûrement parce qu'Isabella transporte trop de liquide. Ils ont l'air arrogants. Sûr que je vais revenir, la tête baissée, avec des cafés pour tout le monde. Non, dis-je calmement. Je veux annuler 3 billets. L'agente s'arrête de taper. Elle me regarde par-dessus ses lunettes. Annuler 3 billets? Madame, le vol part dans 2 heures. Il y aura des pénalités. Je m'en fiche des pénalités. Facturez ce qu'il faut. Et quel passager souhaitez-vous retirer de la réservation? Demande-t-elle en baissant la voix, comme si elle savait qu'elle participait à quelque chose d'important. Roberto Garcia.
Carmen Garcia. Isabella Garcia. Je prononce chaque nom lentement. Avec une satisfaction que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est comme si je retirais des pierres de ma poitrine. Très bien, dit-elle. Le bruit des touches est une musique pour mes oreilles. Les deux autres passagers, Elena Garcia et Léo Garcia, restent bien sur la réservation. Oui. Et encore une chose. Pouvez-vous faire en sorte que les cartes d'embarquement qu'ils ont déjà en main soient invalidées dans le système de sécurité? Je veux que l'alarme sonne quand ils essaieront de passer. L'agente me regarde. Elle regarde l'empreinte des doigts sur ma joue. Elle comprend sans que je n'ai besoin d'expliquer davantage. Bien sûr, madame. Dès que je valide, ces codes barres ne fonctionneront plus. Autre chose? Oui. J'ai aussi des réservations d'hôtels et de transferts à mon nom pour ces 3 personnes. Si tout est lié au forfait de la compagnie, annulez tout. C'est fait. Le remboursement partiel, moins les pénalités, sera crédité sur votre carte American Express dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. Merci. Madame Garcia, dit-elle avant que je parte. Je vous souhaite un excellent voyage à vous et à votre fils. Merci. Je compte bien en profiter. Je me retourne. Mon téléphone vibre. Message de la banque. Alerte de fraude activée. Cartes additionnelles bloquées. Un autre message, de Sophia. C'est fait. Le mail d'expulsion part dans 30 minutes. Bon vol. Je regarde Léo. Prêt pour l'aventure, champion? Oui, maman. Je marche vers eux. Ils sont juste avant la file de contrôle des documents. Papa regarde sa montre avec impatience. Isabella prend un selfie avec sa carte d'embarquement, en faisant la bouche en cœur. Maman arrange le col de la chemise de papa. On dirait une famille parfaite. Mais c'est une image peinte sur une toile pourrie. Et moi, j'ai l'allumette à la main. Je m'approche. Je ne cours pas. Je marche comme une propriétaire. Comme une chef. Papa me voit enfin. Il soupire. Tu as pris l'eau? Tu t'es arrangé? Tu es encore un peu rouge. Mets du maquillage, enfin. Qu'est-ce que les gens vont dire? Isabella ne me regarde même pas. J'espère que tu as pris mes lingettes démaquillantes, Elena. Je les ai laissées dans la valise que tu as enregistrée. Je m'arrête devant eux. Je souris. Ce n'est pas un sourire gentil. C'est le sourire du bourreau avant de faire tomber la lame. Il n'y a pas d'eau, dis-je doucement. Et il n'y a pas de lingettes. Ah comment ça, s'exclame maman. Elena, on t'a dit que. Et il n'y a pas de voyage, je coupe. Le silence tombe. Ce silence confus, juste avant que le cerveau comprenne une information impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Dit Isabella en riant nerveusement. J'ai dit qu'il n'y a pas de voyage, je répète lentement. Je pointe mon doigt. Un par un. Toi, tu ne pars pas. Toi non plus. Et toi, encore moins. Tu racontes n'importe quoi. Hurle papa, le visage rouge. J'ai le billet dans la main. C'est moi qui décide. Pousse-toi de là. Essaie, dis-je en faisant un pas de côté et en montrant le lecteur de code-barre du garde de sécurité. Essaie de passer. Papa me fusille du regard. Il attrape son bagage cabine et marche vers le contrôle avec son arrogance habituelle. Il pose son billet sur le scanner. Je retiens mon souffle. Bip. Lumière rouge. L'erreur, dit le garde, un homme massif qui ne plaisante pas. Ce billet n'est pas valide. Mon cœur bat fort. Pas de peur. D'adrénaline pure. Le spectacle ne fait que commencer. La lumière rouge du scanner clignotait comme une alarme. Bip. 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 Ah comment ça, pas valide, a crié papa en tapant le scanner avec son billet. C'est de la classe à faire. Regardez bien. Le garde de sécurité n'a même pas bronché. Monsieur, ce billet a été annulé par le titulaire de la réservation. Veuillez vous écarter, vous bloquez la file. Annulé. Papa s'est tourné lentement vers moi. Son visage est passé du rouge au violet. On aurait dit qu'il allait exploser. Qu'est-ce que tu as fait, Elena?
Maman a porté ses mains à sa bouche. Isabella a laissé tomber son téléphone. Par chance, il ne s'est pas cassé, sinon elle m'en aurait accusé aussi. Je les ai annulés, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. J'ai annulé vos vols. J'ai annulé vos suites à l'hôtel. J'ai annulé le chauffeur à Shanghai. Mais tu es folle, a hurlé Isabella en fonçant vers moi comme si elle allait me frapper encore une fois. Mais cette fois, j'étais prête. J'ai fait un pas ferme en avant et je l'ai regardée droit dans les yeux. Avec une telle intensité qu'elle s'est arrêtée net. Mais tu ne peux pas nous faire ça. J'ai déjà dit à tous mes abonnés que je partais. Je vais avoir l'air ridicule. Ce n'est pas mon problème, Isabella. Tu pourras peut-être faire un live pour expliquer que tu es resté au sol après avoir frappé la personne qui payait ton luxe. Elena, ma fille, a interrompu maman en changeant immédiatement de stratégie. Elle est passée du reproche à la manipulation émotionnelle. Ses yeux se sont remplis de fausses larmes. Mais tu ne peux pas faire ça à tes parents. Nous sommes vieux. Ton père était tellement heureux. Comment peux-tu nous laisser ici comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec les valises? Comment on va rentrer à la maison? J'ai ri. Un rire sec. Sans joie. À la maison, ai-je répété. Justement, maman, tu en parles très bien. Parce que ça m'amène à la deuxième partie de mon annonce. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'email que Sophia venait de confirmer comme envoyé. Vous vous souvenez de la maison où vous vivez? La maison que j'ai sauvée il y a 5 ans? Mais tais-toi, a sifflé papa en regardant autour de lui. Ne parle pas de ça ici. Si, papa, je vais en parler. Parce que cette maison est à moi. Je l'ai achetée. J'ai payé l'hypothèque. J'ai payé les impôts. Et vous m'avez traité comme une intruse chez moi. Nous sommes tes parents, a crié papa. On t'a donné la vie. Cette maison est à la famille. La famille ne se vole pas entre elles, ai-je répondu en sortant les relevés bancaires imprimés de mon sac. Je les ai jetés sur Isabella. Les feuilles se sont envolées et sont tombées par terre. Je sais pour la carte bancaire, Isabella. Je sais que tu as usurpé mon identité pour obtenir une carte supplémentaire. Je sais que tu as dépensé des milliers de dollars en vêtements et en conneries. Isabella est devenue pâle. Pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas la peur de rater Disney. La peur de la prison. Je comptais te rembourser, a-t-elle balbutié. Non. Tu ne le feras pas. Parce que tu n'as plus accès à rien. Je viens de bloquer toutes les cartes. Je me suis arrêté une seconde. Je voulais que chaque mot s'imprime dans leur esprit. Et pour la maison. Mon avocat vient de vous envoyer un avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour partir. Mais tu ne peux pas mettre tes parents à la rue, a crié maman en se tenant la poitrine, jouant la crise cardiaque. 30 jours, ai-je répété calmement. Et vu que vous venez d'économiser l'argent des souvenirs de Shanghai, je vous conseille de chercher un petit appartement. Quelque chose que vous pouvez payer avec la retraite de papa. Parce que mon portefeuille est fermé. Pour toujours. Les gens autour ne faisaient même plus semblant de ne pas regarder. Ils filmaient. Certains hochaient la tête en signe d'approbation. Papa a tenté un dernier coup d'autorité. Il a levé la main comme s'il allait me frapper. Sale fille ingrate. Si tu passes ce contrôle, oublie que tu as un père. Je te déshérite. Je l'ai regardé avec une profonde pitié. Papa, tu n'as rien à me léguer. Que des dettes et de l'amertume. Et si le prix de ma liberté est de perdre un père qui ne m'aimait que pour mon argent, alors c'est un prix très bas. Je me suis tourné vers le garde de sécurité. Je lui ai tendu ma carte d'embarquement et celle de Léo. Celles-ci sont valides. Le garde a esquissé un léger sourire. Passez, madame. Bon vol. Bip. Lumière verte. Bip. Lumière verte. Nous avons franchi le portique. Derrière moi, le chaos a éclaté. Isabella hurlait. Papa insultait le garde. Maman pleurait en criant que sa fille était cruelle. Mais je ne me suis pas retourné une seule fois. J'ai pris Léo dans mes bras, même s'il était déjà un peu grand pour ça, et je l'ai serré fort contre moi pendant que nous marchions vers le contrôle des rayons X. Maman, les grands-parents ne viennent pas, a demandé Léo. Non, mon amour. Les grands-parents se sont très mal comportés,
et quand on se comporte mal, il y a des conséquences. Nous, on va partir tous les deux. D'accord, a-t-il dit après avoir réfléchi un instant. Il se souvenait des cris, de la gifle, de la peur. Puis il m'a donné la réponse qui m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. C'est mieux, maman. Comme ça, personne ne me gronde quand je joue. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer. Ici, tout a changé. C'est à ce moment précis que j'ai repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu es incroyable. S'il te plaît, mets un j'aime à la vidéo et écris le mot force dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu es avec moi dans ce voyage. Ton soutien aide d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'on peut sortir de la violence familiale. Continue à écouter pour voir ce qui s'est passé après. Passer le contrôle de sécurité ne m'a jamais semblé aussi libérateur. Pendant que j'enlevais mes chaussures et sortais l'ordinateur de mon sac, j'entendais encore les échos lointains du chaos que j'avais laissé derrière moi dans le hall. Apparemment, la sécurité de l'aéroport avait dû intervenir parce qu'Isabella avait essayé de franchir la barrière pour me poursuivre. J'ai imaginé la scène. Ma sœur, l'influenceuse obsédée par son image, escortée hors de l'aéroport par 2 agents, le maquillage qui coule, en criant des insultes. L'ironie était délicieuse. Une fois mes affaires récupérées et mes chaussures remises, Léo a tiré sur ma manche. Maman, j'ai faim. On va au salon B, mon cœur. Là-bas, il y a toute la nourriture que tu veux. Et de la glace. Nous avons marché vers le salon de première classe. Normalement, je me serais senti coupable. J'aurais pensé, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont de l'argent pour rentrer en taxi? Mais cette partie de mon cerveau, celle programmée pour la culpabilité, était étrangement silencieuse. Nous sommes entrés dans le salon. C'était un oasis de calme. Des fauteuils en cuir, une musique douce, l'odeur de la nourriture raffinée. Nous nous sommes assis près d'une grande baille vitrée, d'où on voyait les avions attendre. Mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de maman. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décidé de l'écouter. J'avais besoin de confirmer qu'il n'y avait aucun regret, seulement du désespoir égoïste. J'ai mis les écouteurs. Elena, réponds au téléphone. C'est inacceptable. Ta sœur fait une crise d'angoisse. La police veut nous verbaliser pour trouble à l'ordre public. Viens ici tout de suite et règle ça. Paie ce qu'il demande, mais fais-nous monter dans cet avion. Si tu ne viens pas dans 5 minutes, je dirai à toute la famille quelle fille horrible tu es. Je le dirai à l'oncle Roré, à la tante Rosa, à tout le monde. Pas une excuse. Pas une question. Seulement des ordres et des menaces. J'ai supprimé le message. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai bloqué le numéro de maman. J'ai bloqué celui de papa. J'ai bloqué celui d'Isabella. C'était qui, maman, a demandé Léo, la bouche pleine de biscuits. Personne d'important, mon chéri. Juste du bruit. Je me suis servi une coupe de champagne. Le meilleur qu'ils avaient. Je me suis assise et j'ai regardé la piste. Le soleil commençait à se coucher sur Los Angeles, colorant le ciel en orange et en violet. Je pensais à la maison. Ma maison. Je savais que la procédure d'expulsion serait horrible. Je savais qu'ils abîmeraient les murs, qu'ils voleraient les meubles, qu'ils diraient du mal de moi à tous ceux qui voudraient écouter. Mais je savais aussi une chose. C'était le premier jour de ma nouvelle vie. Isabella devrait chercher un travail. Peut-être apprendrait-elle ce que ça coûte de gagner de l'argent. Peut-être pas. Mais ce ne serait plus mon problème. Papa et maman devraient vivre selon leurs moyens. Fini les voitures de luxe prêtées. Fini les dîners payés par la fille ingrate. Je regardais autour de moi. Dans le salon, il y avait des hommes d'affaires, des familles calmes. Personne ne criait. Personne ne me regardait de travers. Je me sentais respecté. Soudain, une notification de sécurité de ma maison est arrivée sur mon téléphone. J'ai des caméras que personne ne sait que je contrôle. J'ai ouvert l'application. Sur l'écran, j'ai vu l'entrée de ma maison. La voiture avec chauffeur n'était pas là. Soit ils avaient dû payer eux-mêmes le retour, soit le chauffeur avait eu pitié d'eux et les avait ramenés pour leur faire payer le trajet. Ils sont arrivés dans un taxi jaune. Je les ai vus descendre.
Isabella a donné un coup de pied dans un pot de fleurs à l'entrée et l'a cassé. Papa agitait les bras dans tous les sens. Maman s'est assise sur les marches du perron en pleurant. J'ai vu le moment exact où papa a essayé d'ouvrir la porte. La serrure intelligente a clignoté en rouge. J'avais changé le code à distance depuis l'aéroport 5 minutes plus tôt. Je l'ai vu frapper à la porte. Je l'ai vu sortir sa clé physique. Heureusement, j'avais aussi fait changer la serrure mécanique des mois auparavant et je ne leur avais donné que le code numérique, soi-disant pour leur sécurité. Ils étaient dehors. Ils ont dû appeler un serrurier. Ils ont dû le payer. Et quand ils sont finalement entrés, ils ont trouvé la lettre de mon avocat sur la table de la cuisine. Sophia avait la clé et l'avait laissée là avant de tout verrouiller. J'ai fermé l'application. Je n'avais pas besoin de voir plus. Passager du vol K984 à destination de Shanghai, l'embarquement commence à la porte 102. Je me suis levé. J'ai pris mon sac Hermès, celui qu'Isabella essayait toujours de m'emprunter, et la main de mon fils. Allez, Léo. La Chine nous attend. Nous avons marché vers la porte d'embarquement. J'ai tendu nos cartes. L'hôtesse a scanné les codes. Bip. Lumière verte. Bienvenue à bord, Madame Garcia. Bon vol. En traversant le couloir vers l'avion, j'ai senti que je laissais derrière moi une vieille peau sèche. Je laissais derrière moi l'Elena victime. L'Elena distributeur automatique. Nous sommes entrés dans l'avion. Nos sièges en première classe étaient grands, privés, luxueux. Léo s'est installé et a mis ses énormes écouteurs. Maman, on dirait un vaisseau spatial. Oui, mon amour. Et on va aller très loin. L'avion a commencé à rouler. Pendant que nous avancions sur la piste, j'ai regardé par le hublot le bâtiment de la terminale. Je savais que quelque part là-dedans, ou peut-être déjà dehors à attendre un taxi bon marché, se trouvait ma famille. Mais ça ne me faisait plus mal. La gifle ne brûlait plus. Je sentais seulement la vibration des moteurs prêts à m'emporter au-dessus des nuages, au-dessus du drame, au-dessus de tout. L'avion a décollé. Et pendant que Los Angeles devenait petit sous mes pieds, je me suis senti plus grande que jamais. Le bourdonnement doux des moteurs a été ma berceuse pendant 14 heures. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Pas ce sommeil léger et inquiet de quelqu'un qui attend un appel d'urgence familiale. Quand je me suis réveillé, la cabine baignait dans une lumière douce qui imitait l'aube. Léo dormait à côté de moi, étendu sur son siège-lit, avec un sourire paisible que je n'avais pas vu depuis des mois. Je me suis étiré. J'ai senti les draps en coton égyptien contre ma peau. J'ai demandé un café. Pendant que l'hôtesse me servait, j'ai regardé par le hublot. En dessous, la mer de Chine orientale laissait place à la terre ferme. Nous arrivions. Nous avons atterri à Pudong avec une douceur qui contrastait violemment avec le séisme émotionnel laissé à Los Angeles. Quand j'ai allumé mon téléphone, une avalanche de notifications a essayé d'entrer, mais mon mode ne pas déranger a agi comme un bouclier. J'ai laissé passer uniquement les messages de Sophia, mon assistante et mon ange gardien. Son message était court et magnifique. La serrure intelligente a signalé 3 tentatives d'accès ratées à 2 heures du matin, heure de Los Angeles. Le système de caméra a tout enregistré. Je t'ai envoyé la vidéo. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas entrés. L'avocat les a déjà contactés. Profite, la Chine. J'ai souri. Pas un sourire de vengeance. Un sourire de soulagement. Le système fonctionnait. Mes limites fonctionnaient. Le trajet jusqu'à l'hôtel ne s'est pas fait dans le gros SUV luxueux qu'Isabella voulait pour ses photos, mais dans une berline exécutive sobre et élégante envoyée par mon entreprise. Pendant que nous traversions la ville, Léo était collé à la fenêtre, émerveillé par les gratte-ciel futuristes qui perçaient les nuages. « Maman, est-ce que le futur vit ici ?» a-t-il demandé. « Oui, mon amour », ai-je répondu en caressant ses cheveux. « C'est ici que commence notre futur. » Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel Waldorf Astoria sur le Bund. Ironiquement, le même hôtel qu'Isabella avait exigé. La différence, c'est que cette fois, c'était moi qui payais mon séjour avec de l'argent gagné honnêtement, et personne ne se plaignait de l'humidité ou de la lumière. Notre suite avait une vue panoramique sur le fleuve Yongpu et la tour Perle de l'Orient. En défaisant les valises, j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais aucune culpabilité. Cette culpabilité catholique, latine, cette voix de ma mère dans ma tête qui disait «
tu es une mauvaise fille. Elle était restée dans la terminale de Los Angeles. Ce soir-là, j'avais le dîner d'affaires le plus important de toute ma carrière. J'ai laissé Léo avec une nounou certifiée de l'hôtel, qui parlait espagnol et anglais, et je suis descendu au restaurant privé où m'attendait Monsieur Chen. Monsieur Chen est une légende dans le secteur de l'import-export. Un homme de 70 ans, sérieux, traditionnel et extrêmement intelligent. J'étais nerveuse. Je savais que dans la culture asiatique, la famille est sacrée. J'avais peur que s'il apprenait ce que j'avais fait, il me voie comme quelqu'un de froid ou de déloyal. Le dîner a commencé avec les formalités habituelles. Nous avons parlé de droits de douane, de logistique, de volume de marchandises. Tout se passait parfaitement. J'étais dans mon élément, montrant pourquoi j'étais la meilleure directrice financière que mon entreprise ait jamais eue. Mais quand le thé a été servi, Monsieur Chen a posé sa tasse sur la table avec un petit bruit sec. Il m'a regardé fixement. « Madame Garcia », a-t-il dit dans un anglais impeccable. « Avant de signer les contrats d'exclusivité, je dois vous poser une question personnelle. » Mon sang s'est glacé. Ça y est. Bien sûr, Monsieur Chen. Il a sorti une tablette de sa mallette, a fait glisser son doigt sur l'écran et l'a tourné vers moi. Sur l'écran, en pause, il y avait une vidéo. C'était une vidéo verticale, filmée avec un téléphone tremblant mais très clair. On voyait l'aéroport de Los Angeles. On voyait Isabella crier. On entendait le bruit sec de la gifle. Puis on me voyait, droite, calme, la joue rouge, disant les mots qui ont changé ma vie. « Toi, tu ne pars pas. Toi non plus. Et toi, encore moins. » La vidéo avait des millions de vues. Le titre, écrit par un inconnu, disait « Une femme remet sa famille toxique à sa place à l'aéroport. » Finale épique. J'ai avalé ma salive. J'ai senti les murs du restaurant de luxe se resserrer autour de moi. Ma réputation professionnelle, mon sérieux, tout exposé dans une vidéo virale. « Monsieur Chen, je peux expliquer », ai-je balbutié, sentant la chaleur monter à mon visage. C'était un moment très difficile, une situation personnelle qui a dégénéré. Je vous assure que cela n'affecte en rien mon professionnalisme. Monsieur Chen a levé la main pour m'arrêter. Son visage était impassible. J'ai lu les commentaires, a-t-il dit en faisant défiler l'écran. Des milliers de personnes vous applaudissent. Elles disent que vous avez montré une grande dignité. Je suis restée silencieuse, confuse. Dans les affaires, Madame Garcia, et dans la vie, a-t-il poursuivi en buvant une gorgée de thé. Le plus difficile n'est pas de gagner de l'argent. Le plus difficile est de savoir quand couper une branche pourrie pour sauver l'arbre. Il m'a regardé dans les yeux. Pour la première fois, j'ai vu un respect sincère. Pas le respect pour un titre, mais le respect pour un combattant. J'ai besoin de quelqu'un avec ce genre de colonne vertébrale pour gérer mes opérations en Amérique, a-t-il conclu. Je ne veux pas quelqu'un qui dit oui à tout. Je veux quelqu'un qui sait dire non quand il le faut. Il a sorti un stylo de sa poche et a signé le contrat posé sur la table. Puis il a fait glisser le document vers moi. J'ai doublé le volume de la commande initiale. Et j'ai ajouté une clause. Si vous décidez d'ouvrir votre propre cabinet de conseil, nous serons vos premiers clients. J'ai signé, la main légèrement tremblante. Pas de peur. D'adrénaline pure. Cette nuit-là, quand je suis retourné dans la suite, Léo dormait déjà. Je me suis servi un verre de vin et je suis sorti sur le balcon. L'air de Shanghai était frais, avec une odeur de fleuve et de ville. J'ai ouvert la vidéo que Sophia m'avait envoyée, celle des caméras de sécurité de ma maison. L'image était en noir et blanc, avec la vision nocturne. Il était 2 heures du matin à Los Angeles. Le taxi les avait déposés devant la maison. On voyait Isabella donner des coups de pied dans la porte. On voyait papa essayer de forcer la fenêtre de la cuisine. On voyait maman assise sur sa valise Louis Vuitton, fausse, je le savais maintenant, la tête dans les mains, en pleurs. Puis une voiture de police est arrivée. Quelqu'un, sûrement mon voisin, Monsieur Martinez, qui déteste le bruit, avait appelé. J'ai vu l'agent parler avec papa. J'ai vu papa agiter les bras en pointant la maison et crier. « Tu vois cette maison ? Ma fille est une voleuse. » J'ai vu l'agent regarder quelque chose sur son ordinateur de bord, sûrement pour vérifier la propriété. Puis j'ai vu le moment de vérité. L'agent a secoué la tête.
Il leur a demandé de partir. Papa a essayé de résister. L'agent a posé la main sur sa ceinture, près des menottes. Isabella a tiré papa par le bras. Ils sont partis à pied, traînant leurs valises dans la rue sombre, parce que le taxi était déjà parti. J'ai fermé la vidéo. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti de la tristesse. De la tristesse de voir jusqu'où ils étaient tombés. Mais surtout, j'ai ressenti que justice avait été faite. Pendant des années, ils m'avaient laissé dehors. En dehors de leur affection. En dehors de leur cercle intime. En dehors de leur reconnaissance. Maintenant, ils étaient littéralement dehors. Le lendemain, j'ai emmené Léo à Disneyland Shanghai. Il n'y avait pas de passe VIP. Nous avons fait la queue comme tout le monde. Nous avons mangé du popcorn. Nous sommes montés 3 fois dans les montagnes russes de Tron. Léo riait aux éclats, criant de joie. « Maman, maman, regarde-moi » disait-il sans arrêt. Je le regardais et je pensais à quel point ce voyage aurait été différent s'ils étaient venus. Isabella se serait plainte de la chaleur. Elle aurait exigé que je porte son sac. Papa se serait plaint de la nourriture. Pourquoi ils ne vendent pas de tacos ici? Maman m'aurait critiqué parce que je laissais Léo manger des sucreries. Mais nous n'étions que tous les deux. Et c'était parfait. Au milieu du parc, pendant que nous regardions les feux d'artifice au-dessus du château, j'ai reçu un email. L'objet disait « Proposition d'achat à Maison rue Robles ». Tout est allé très vite. Le marché était bon. Sophia et l'agent immobilier n'avaient pas perdu de temps. L'offre était bonne. Très bonne. Assez pour rembourser le reste du crédit et me laisser un bénéfice important. J'ai regardé les feux d'artifice exploser dans le ciel, leurs couleurs se reflétant dans les yeux émerveillés de mon fils. J'ai répondu à l'email avec un seul mot. J'accepte. Vendre la maison n'était pas seulement une transaction financière. C'était brûler le dernier pont. C'était m'assurer que, même si je le voulais, je ne pourrais plus revenir en arrière. Il n'y aurait plus de maison familiale où retourner à Noël pour être humilié. Il n'y aurait plus de toit sous lequel il pourrait se réfugier pour continuer à me vider de mon énergie. Cette nuit-là, allongé dans le lit de l'hôtel, j'ai serré Léo contre moi et je lui ai chuchoté. Je te promets que tu n'auras jamais à acheter mon amour. Je te promets que tu n'auras jamais à payer pour que je te respecte. À moitié endormi, Léo a murmuré. Je t'aime, maman. Tu es courageuse. Ces 2 mots valaient plus que n'importe quel contrat à plusieurs millions signé avec Monsieur Chen. Tu es courageuse. Mon fils de 6 ans le voyait. Pourquoi mes parents n'avaient-ils jamais pu le voir? La réponse n'avait plus d'importance. Shanghai m'avait donné quelque chose de plus précieux qu'un contrat. Elle m'avait donné la confirmation que j'étais suffisante. Seule, sans eux, j'étais suffisante. Épilogue. Le prix de la liberté. 3 mois se sont écoulés depuis le voyage à Shanghai. 3 mois depuis que ma vie s'est brisée pour se reconstruire plus forte, plus vraie. Le retour à Los Angeles a été étrange. Pendant le vol de retour, j'ai ressenti pendant un instant cette vieille peur dans le ventre. La peur de les affronter. La peur des cris. Puis je me suis rappelé une chose essentielle. Je n'avais plus à les affronter. Je ne suis pas retourné dans la maison de la rue Robles. Je me suis installé temporairement dans un appartement d'entreprise de luxe, près de mon bureau. Un immeuble avec sécurité 24 heures sur 24 et réception. Personne ne monte sans mon autorisation. C'est une forteresse de verre et d'acier. Et je l'adore. La vente de la maison s'est conclue en un temps record. Mes parents ont essayé de l'empêcher. Ils ont engagé un avocat bon marché qui a tenté d'invoquer des droits familiaux. Mon avocat, un requin qui facture alors ce qu'Isabella dépensait en chaussures, a détruit leur dossier en une seule audience. Il a montré les reçus. Il a montré les actes de propriété. Il a montré les emails où je les suppliais de payer au moins l'électricité et où ils refusaient. Le juge a été clair. La propriété appartient à Madame Elena Garcia. Vous êtes des occupants sans contrat. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux où la police le fera pour vous. On m'a raconté que le jour du déménagement a été un véritable spectacle. Isabella a dû vendre une grande partie de ses vêtements de luxe dans des boutiques de seconde main pour payer la caution d'un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moyen. Le plus triste, et le plus pathétique,
c'est qu'elle a découvert dans une boutique de dépôt-vente que la moitié de ses sacs de luxe étaient des contrefaçons de très bonne qualité. Apparemment, l'ami qui les lui vendait l'arnaquait depuis longtemps. L'influenceuse arnaquait. L'ironie était parfaite. Je n'ai plus parlé à mes parents ni à Isabella. Mais je sais ce qu'ils deviennent. À l'ère du numérique, le silence total n'existe pas. Je sais que papa a dû retourner travailler. À 65 ans, il travaille comme agent de sécurité dans un entrepôt. Ça me fait un peu mal de l'imaginer debout toute la journée avec sa soi-disant sciatique. Puis je me rappelle que cette sciatique disparaissait miraculeusement quand il allait jouer au domino avec ses amis. Le travail rend digne, dit-on. Peut-être que ça lui fera du bien. Maman reste maman. J'ai entendu dire qu'elle va à l'église et raconte à toutes les dames du chapelet quelle fille ingrate je suis. Certaines la croient. D'autres, celles qui ont vu la vidéo de l'aéroport, me regardent avec un mélange de peur et d'admiration quand je les croise au supermarché. Et Isabella ? Sa carrière d'influenceuse s'est effondrée. Après que la vidéo de la gifle soit devenue virale, elle a essayé de jouer la victime. Elle a posté une vidéo en pleurant sans larmes, disant que je l'avais manipulée psychologiquement, que j'étais une narcissique. Internet peut être cruel, mais parfois juste. Les gens ne l'ont pas cru. Les commentaires l'ont détruite. Tu te plains de la sœur qui te payait la vie ? Travail, parasite. Elle a dû fermer ses comptes. Elle a supprimé Instagram. Elle a supprimé TikTok. Sa source de validation externe s'est tarie. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, par une cousine éloignée, elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Un travail normal. Un vrai travail. J'espère sincèrement qu'elle apprendra. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre à mon bureau. Une enveloppe marron, sans expéditeur. Mais j'ai reconnu l'écriture tremblante de maman. Je l'ai gardée dans les mains pendant 1 heure. Hésitant entre l'ouvrir ou la passer au broyeur. La curiosité a gagné. Je l'ai ouverte. C'était une feuille arrachée d'un cahier. Elena, ton père a de l'hypertension. Il dit que c'est à cause du stress que tu nous as causé. Nous vivons dans un endroit horrible. Les voisins sont bruyants. Isabella rentre fatiguée et de mauvaise humeur. Tu nous manques, pas pour l'argent, mais parce que nous sommes une famille. Dieu dit qu'il faut pardonner. Si tu nous aides avec la caution pour une maison meilleure, nous promettons de ne plus rien te demander. Ton père te pardonne si toi tu nous demandes pardon pour l'humiliation publique. Appelle-nous. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Ton père te pardonne si toi tu demandes pardon. Tout était là. La preuve qu'il n'avait rien compris. Absolument rien. Ils se voyaient encore comme les victimes. Ils pensaient encore que je leur devais quelque chose. Ils croyaient encore que ma dignité était négociable. Je me suis levé de mon bureau en bois précieux. J'ai marché jusqu'au destructeur de documents. J'ai glissé la lettre à l'intérieur. Le bruit du papier déchiqueté par les lames de métal a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis le bip vert à l'aéroport. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé d'argent. Je n'ai pas demandé pardon. Cet après-midi-là, je suis sorti plus tôt du travail. Je suis allé chercher Léo à sa nouvelle école. Une école où on lui apprend la robotique et l'art, et où il a l'air heureux. Maman, aujourd'hui on peut aller prendre une glace, m'a-t-il demandé en montant dans la voiture. Bien sûr, mon amour. Double boule. Pendant que nous roulions vers le glacier, les fenêtres ouvertes, avec le soleil de Californie qui entrait dans la voiture, je me suis regardé dans le rétroviseur. J'ai vu une femme de 34 ans. J'ai vu quelques nouvelles rides autour des yeux, nées du stress de ces derniers mois. Mais j'ai aussi vu de la lumière. J'ai vu de la paix. Je me suis rendu compte que la solitude que je craignais tant, cette menace constante de ma mère, tu finiras seul si tu es si difficile, n'était pas une punition. C'était un cadeau. Être seul vaut mieux qu'être mal accompagné. Être seul vaut mieux qu'être utilisé. Être seul vaut mieux qu'être le sac de frappe émotionnel de quelqu'un qui devrait t'aimer. J'ai commencé à voir quelqu'un. C'est un architecte que j'ai rencontré lors d'un événement de l'entreprise. Il s'appelle David. Il est gentil. Il paie ses propres factures. Il m'ouvre la porte. Et surtout, il traite Léo avec une vraie douceur. Un soir, pendant le dîner, je lui ai raconté une partie de mon histoire. Pas tout.
Mais assez. Je lui ai parlé de ma famille. Je lui ai expliqué pourquoi je n'avais plus de contact avec eux. Je m'attendais à ce qu'ils prennent peur. Je m'attendais à la réaction habituelle. Mais c'est ta mère, tu devrais essayer. Au lieu de ça, David a posé sa main sur la mienne et m'a dit. J'admire ce que tu as fait. Il faut beaucoup de force pour se briser soi-même afin de guérir correctement. Il faut de la force. Oui, parfois, ça me fait encore mal. Parfois, à Noël ou à mon anniversaire, je ressens ce vide dans la poitrine, là où une famille devrait être. Je ressens la nostalgie de ce qui aurait pu être. Pas de ce qui a été. Il me manque l'idée d'une mère aimante. Pas la femme qui me manipulait. Il me manque l'idée d'un père protecteur. Pas l'homme qui me voyait comme un compte bancaire. Mais ensuite, je regarde ma vie. Je regarde mon compte bancaire grandir, destiné à l'avenir de Léo, pas aux caprices d'Isabella. Je regarde ma maison paisible, où personne ne crie, où personne ne critique. Je regarde mon fils grandir en sécurité, en sachant que sa mère est un mur que personne ne peut abattre. Et je sais que chaque larme, chaque dollar perdu, chaque moment de douleur en valait la peine. La gifle à l'aéroport a été la fin de ma vie de victime. Mais l'annulation de ces billets, ça a été la naissance de ma vie de femme libre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, dans très longtemps, je pourrai boire un café avec Isabella sans ressentir de rancœur. Peut-être pas. Et c'est très bien ainsi. Ce que je sais, c'est que je ne demanderai plus jamais pardon pour prendre de la place. Je ne demanderai plus jamais pardon pour réussir. Et je ne permettrai plus jamais à qui que ce soit, qu'il partage mon sang ou non, de lever la main sur moi. Le voyage à Shanghai s'est terminé. Mais mon vrai voyage ne fait que commencer. Et je vous promets une chose. Je voyagerai toujours en première classe, en pilotant mon propre avion, vers l'endroit que je choisirai. Merci de m'avoir accompagné dans ce vol. Amis, merci d'être restés jusqu'au bout de mon histoire. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon expérience, c'est celle-ci. La violence financière est aussi une forme de violence familiale. On pense souvent que la violence, ce sont seulement les coups ou les cris. Mais quand une famille te fait croire que tu ne vaux quelque chose que pour ce que tu donnes. Quand on te manipule avec la culpabilité pour te voler le fruit de ton travail. C'est de la violence. Dans notre culture latine, on normalise parfois cela sous le masque de « la famille est sacrée » ou « honore ton père et ta mère ». Mais honorer ne veut pas dire se laisser piétiner. Aider ne veut pas dire entretenir les abus. J'ai appris que poser des limites ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne saine. J'ai appris que « non » est une phrase complète et puissante. Et surtout, j'ai appris que tu es la seule personne responsable de protéger ton enfant intérieur et tes propres enfants. Si tu ne brises pas le cycle de la violence, le cycle te brisera. Je veux te demander une chose. Si cette histoire t'a touché, si tu t'es déjà senti utilisé par quelqu'un que tu aimais, laisse un commentaire avec le mot liberté. Ou mieux encore, raconte-moi, quelle a été le limite la plus difficile que tu as dû poser dans ta vie? Je lis tous vos messages. Vos histoires me donnent de la force, et j'espère que la mienne t'en donnera un peu aussi. Souviens-toi. Il n'est jamais trop tard pour annuler le billet de ceux qui ne méritent pas de voyager à tes côtés. Je t'envoie une forte étreinte. Et on se retrouve dans la prochaine histoire.